Confinement, couvre-feu, quarantaine, isolement et mesures barrières. Voici des thèmes qui font référence à l'état d'urgence instauré par les États pour lutter contre le coronavirus. Depuis le début de cette crise en Chine en décembre 2019, des milliers de personnes se sont retrouvées confinées dans leur maison et pour ceux-ci soumis au couvre-feu, comme le cas du Togo, ils sont contraints de rentrer chez eux plus tôt que d'habitude. De ce fait, on retrouve souvent certaines personnes présentant des signes de stress, d'anxiété et de dépression. Quel impact psychologique de ces mesures sur la vie quotidienne des personnes? Nous en parlons avec un spécialiste, le professeur Kalina Kaka, professeur de psychologie à l'université de Lomé. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Elie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci aussi à tous ceux qui vont nous écouter. Merci. Et cette émission sera une réalisation de Rémi Rumpati. Micro-présentation, Elie Eric Atipo. Professeur, d'entrée de jeu, quand on parle de ces mesures barrières, confinement, couvre-feu, quarantaine, isolement, tout ce qui suivait, est-ce que ce n'est pas trop aujourd'hui pour les populations, pour une personne? Merci Elie. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de choses à la fois pour nous les humains, parce que nous faisons face à une situation difficile qui appelle à des mesures aussi coercitives et difficiles dans leur application. Alors donc, lorsque nous essayons de remonter et de revivre les réactions de certaines personnes, alors cela nous amène à comprendre que il y a des personnes qui se sentent dépassées par la situation parce que elles sont obligées de revoir leur mode de vie, elles sont obligées de revoir leurs activités parce qu'elles sont obligées de s'adapter à de nouvelles mesures qui sans nul doute, ont des effets sur leur personne, leur fonctionnement. Par contre, il y a d'autres personnes qui trouvent que la situation est nécessaire, que ces mesures-là sont importantes parce que elles leur permettent de faire beaucoup plus attention à leur santé, elles leur permettent d'être beaucoup plus, si vous voulez, prendre des précautions qui leur permettent d'être à l'abri de cette infection. Voilà, donc, les avis sont très partagés, mais dans l'ensemble, c'est que ces mesures sont stressantes et anxiogènes pour beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Voilà le stress, l'anxiogène ou bien la dépression, l'anxiété. Voilà autant de questions qui vont nous meubler cette émission sur la web Radio Jena. Aujourd'hui, professeur, on constate qu'il y a une hausse de 18% du taux de dépression dans le monde, soit 300 millions de personnes aujourd'hui qui subissent ce trouble. Qu'est-ce qui explique cette situation? Voilà, la dépression, comme vous en parlez, est un trouble qui est souvent observé dans des situations difficiles que les gens traversent. Donc, ce trouble est aussi généralement associé à bien d'autres. Et lorsque nous prenons le contexte actuel marqué par cette pandémie de Covid-19, avec toutes les mesures qui sont prises en termes de riposte, il y a beaucoup de choses, comme je l'ai dit, qui ont dû changer dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, il y a beaucoup de changements dans la vie des gens, au point que certaines personnes trouvent la vie qui est devenue morose. Certaines personnes éprouvent de l'ennui, éprouvent un sentiment d'impuissance et bien d'autres choses qui font que elles sont dans une situation de déprime. Une situation de déprime qui est soit un sentiment d'ennui, de morosité qui peut être passager, mais dans d'autres cas, des vraies manifestations de dépression. Parce que nous ne pouvons pas oublier le fait que nous sommes des humains et un être par excellence est un animal social. Alors, les mesures de quarantaine, les mesures de confinement et bien d'autres choses qui nous coupent de nos relations sociales, de nos contacts sociaux, sont le plus souvent difficiles à vivre. Et lorsque les personnes qui ne sont pas suffisamment outillées pour faire face à de telles situations, ou bien si ces personnes souffrent déjà d'une fragilité sur le plan psychologique ou bien d'autres problèmes, cela peut contribuer à engendrer chez elles de la dépression. Voilà, donc
Et il y a beaucoup de choses. Et dans les pays où ce taux est élevé, vous allez constater que il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la solitude. Qui vivent dans la solitude. Et dans ce contexte-là, il n'est pas rare de constater ce genre de pathologie. Voilà, professeur, aujourd'hui, on parle de stress, on parle d'anxiété, on parle de dépression. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation ou une différence entre ces termes? Oui, c'est vrai que généralement, ces trois notions sont alignées. Mais en même temps, elles ne signifient pas la même chose. Voilà, donc, quand on parle de stress, le plus souvent, il s'agit d'un ensemble de réactions, ou bien d'un ensemble de manifestations que l'on observe ou bien note chez une personne qui est confrontée à une situation qu'elle juge difficile, ou bien qu'elle juge dépasser ses propres ressources pour y faire face. Et les manifestations de l'anxiété, et plutôt du stress, peuvent s'observer à travers des troubles du sommeil, à travers de l'agitation chez l'individu. On parle souvent d'une personne qui est un peu hyperactive ou bien qui bouge beaucoup, mais qui donne l'impression de ne pas maîtriser beaucoup de choses. Donc, il y a aussi les signes physiques qu'on peut observer chez l'individu, parce qu'il peut y avoir des palpitations qu'on observe, il peut y avoir des sueurs, il peut y avoir des difficultés de déglutition, il peut y avoir l'impression de gorge serrée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et sur le plan purement psychologique, le stress peut se manifester par des comportements d'oubli, de manque de concentration et d'autres choses. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sous le vocable stress. Maintenant, quand on parle d'anxiété, pour être très simple, alors il s'agit d'un sentiment que quelqu'un éprouve, dans le sens que l'individu a le sentiment d'un danger qui peut lui arriver. Et le plus souvent, il s'agit d'une sensation vague, parce qu'il n'y a pas quelque chose de précis. Et cette personne anxieuse-là, effectivement, peut manifester un certain nombre de signes qui se rapportent également à ceux du stress. Parce qu'une personne anxieuse, vous allez voir que c'est une personne qui s'inquiète beaucoup. C'est une personne qui peut avoir des difficultés pour bien dormir, parce qu'elle n'est pas sereine, elle n'a pas de la quiétude. Et c'est une personne qui peut manifester pas mal de choses qui montrent que réellement cette personne, si vous voulez, simplement peur. Voilà. Donc, il y a certains qui essaient de faire un rapprochement entre l'anxiété et la peur. Sauf que la peur, le plus souvent, est liée à quelque chose de réel. Quelque chose de réel, parce qu'on a peur de quelque chose. Alors qu'au niveau de l'anxiété, le plus souvent, l'objet peut être imaginaire, ou bien ça peut être quelque chose de très vague. Il n'y a rien de précis. Et dans le contexte de Covid, là, mais les gens sont anxieux parce qu'ils ne savent pas de quoi ça va faire demain. Les gens sont anxieux. On ne voit pas ce virus, mais ça nous effraie. Oui, ça nous effraie parce que nous sommes bombardés par un certain nombre d'informations et d'images qui véhiculent le danger que représente cette infection. Parce que quotidiennement, on est informé de ce qui se passe ici, là, parce qu'il y a tel nombre de morts, parce que les personnes qui sont malades, voilà ce qui leur arrive, ainsi de suite. Cela suffit largement pour que nous soyons suffisamment anxieux. Nous serons inquiets parce que nous nous disons, mais cela peut nous arriver, ou bien cela peut arriver à nos proches, aux personnes chères. Et là, si cela arrivait, comme on dit, il n'y a pas de remède très efficace, qu'est-ce que nous allons devenir? Ou bien, est-ce qu'on va survivre à cette infection? Est-ce qu'on va en mourir? Si c'est le cas, qu'est-ce qui va advenir à tous ceux qui nous sont chers? Voilà, donc, c'est la situation, le contexte même est tel que cela suffit pour déclencher l'anxiété chez les personnes. Maintenant, quand on parle de dépression, oh là, ça, c'est un trouble beaucoup plus sérieux parce que là, il s'agit d'un profond sentiment de tristesse. On parle d'une tristesse pathologique même. C'est vrai qu'il nous arrive de traverser des situations pénibles, douloureuses, et cela nous amène à réagir d'une manière ou d'une autre. Mais dans le cas de la dépression, c'est que la personne est vraiment triste, et cela dure dans le temps.
Et on verra que ces genres de personnes sont, si vous voulez, on note un changement dans leur façon de faire, parce que tout ce qu'elles entreprennent devient très pénible. C'est comme si ces personnes n'avaient plus d'énergie vitale pour accomplir des activités qui, d'ordinaire, ne leur causaient pas de problème. Et là, c'est très sérieux parce que ce sont des personnes aussi qui pourront exprimer des sentiments de dégoût de la vie, de lassitude. Oui. Et d'autres même trouvent que la mort, dans ce contexte-là, pourrait être la solution. Voilà pourquoi les cas de suicide et de tentatives de suicide sont souvent observés dans les troubles de dépression. Parce que si quelqu'un trouve qu'il est dépassé par la vie et que la vie ne sert plus à rien, la personne peut tenter de se suicider, penser à la mort, parce que cela pourra constituer une délivrance. Ouais, donc, ces trois éléments reviennent le plus souvent dans la littérature ou bien sur le terrain lorsque nous faisons face à une telle situation comme celle créée par Covid-19. Mais il y a toujours des nuances, même si les manifestations peuvent se ressembler à un certain niveau. Voilà donc j'essaie d'être très bref pour ne pas rentrer dans des détails qui créeraient des problèmes de compréhension. Voilà, les détails, ça sera l'occasion peut-être d'une autre émission, ici peut-être sur Assure Santé. Nous croyons que le professeur sera disponible pour nous. D'accord. Voilà. Professeur, quand on revient typiquement au coronavirus, on a parlé de confinement, ça c'est beaucoup plus présent en Europe et peut-être au Ghana, en Afrique et en Afrique du Nord. Mais ici au Togo, on parle de couvre-feu. Vous avez fait tout de suite allusion à l'anxiété. Quels peuvent être aujourd'hui les signes? Dès que je suis à la maison, quels sont les signes qui peuvent me dire, voilà, mon voisin il est peut-être anxieux et que faire? Voilà, donc, vous parlez de l'anxiété, vous parlez des signes de l'anxiété. De l'anxiété, du stress, ou bien tout ce qui peut être lié à ce coronavirus, c'est-à-dire psychologiquement, comment est-ce que je peux me rendre compte que tel voisin ou bien tel parent, il est instable psychologiquement par rapport au coronavirus, et quels sont les pas que je dois effectuer? D'accord, là, je vous comprends bien. Voilà, c'est vrai que quand nous parlons de stress, quand nous parlons de dépression, quand nous parlons d'anxiété, ce sont des concepts. Voilà, donc ce sont des mots. Et derrière ces mots, il y a quand même des indicateurs précis. Voilà. Maintenant, pour vous qui n'êtes pas spécialiste du domaine, ou bien, attention, je vais me rattraper, pour les personnes qui ne sont pas spécialistes du domaine, alors, ce qu'on peut noter, c'est que on observe un changement dans la façon d'être, de faire et de penser de quelqu'un. Autrement dit, il s'agit de quelqu'un que nous connaissons bien, mais depuis que la pandémie de corona a été déclarée et un certain nombre de mesures prises, nous avons constaté un changement chez notre voisin, chez notre enfant, chez notre épouse, chez notre époux, chez un parent. Et ce changement est tel que la personne n'est plus comme avant, dans sa façon de raisonner, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de faire un certain nombre de choses. Par exemple, quand nous prenons le cas de la dépression, nous nous rendons compte que la personne est devenue beaucoup plus triste que d'habitude. Et cela ne dure pas un jour, cela ne dure pas 2 jours, mais nous avons l'impression que cela dure longtemps. Alors, ça on peut voir. On peut le voir. On peut voir que la personne est triste. C'est triste. Alors, on peut se rendre compte que la personne a perdu de l'intérêt pour un certain nombre de choses. De l'intérêt pour un certain nombre de choses parce que là, nous notons qu'auparavant, elle faisait des choses qui lui plaisaient, mais depuis un certain temps, quand on lui en parle, la personne a un certain désintérêt. Là, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Maintenant, il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas voir si nous n'habitons pas la même maison, ou bien nous ne partageons pas le lieu avec la personne, mais que la personne peut relater. La personne peut dire que depuis un certain temps, elle éprouve des difficultés à bien dormir. C'est-à-dire,
que elle n'arrive pas à dormir quantitativement. Donc, c'est-à-dire quand elle se met au lit... Peut-être elle se couche à 2 heures pour se réveiller à 4 heures, peut-être. Donc, quand elle se met au lit, elle a des difficultés à dormir pendant longtemps. Autrement dit, donc, elle peut aller au lit à 20 heures, c'est jusqu'à 23 heures que la personne se rend compte qu'elle a pu s'endormir et déjà, à 2 heures, 3 heures, elle se réveille et elle a des difficultés à pouvoir retrouver le sommeil. Ou bien, elle passe beaucoup de temps à dormir, mais au réveil, elle a l'impression d'être fatiguée parce que le sommeil n'a pas été réparateur. Ou bien, la personne là va se plaindre de beaucoup de fatigue pour des activités qui, autrefois, ne créaient pas de problème, ou bien en dehors de toute activité physique qui peut expliquer la fatigue. Ou bien, la personne est là, elle peut se mettre en retrait par rapport aux relations sociales et à ce nombre de choses. Donc ça peut alerter. Ce qui nous alerte, c'est ce que nous pouvons constater dans le comportement de l'individu qui a radicalement changé, ou bien dans les propos de l'individu qui nous dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne mange pas. Maintenant, pour le stress, là, c'est évident que vous voyez que la personne donne l'impression de ne plus contrôler les choses. La personne n'arrive plus à contrôler les choses, soit parce qu'elle est agitée, elle a l'impression de faire plusieurs choses à la fois, et elle ne réussit rien du tout. Et la personne peut se plaindre aussi de sommeil, de difficultés de sommeil. C'est lié, quoi. Voilà. De fatigue, d'un certain nombre de choses. Parce que le stress peut causer pas mal de problèmes à l'individu, sur le plan organique. Vous voyez, il y a, par l'expérience de la pratique clinique et à travers des travaux de recherche scientifique, il est clairement démontré que le stress peut entraîner un certain nombre de pathologies, par exemple l'hypertension artérielle et même le cancer. Dans le cancer, le stress est mis en cause. Il s'agit là d'un stress chronique. Donc on est tout le temps stressé et cela peut déclencher, cela peut favoriser, voilà le mot que je voudrais bien employer, cela peut favoriser ou bien aggraver un certain nombre de problèmes que l'individu a sur le plan de la santé. Et l'anxiété comme sentiment d'insécurité, le sentiment d'un danger imminent, réel ou imaginaire, ou bien tout simplement l'inquiétude dans le temps et beaucoup d'autres choses, ça aussi, c'est une situation qui met l'individu sous tension. Vous voyez, l'individu étant sur le qui-vive, la personne est tout le temps sur ses gardes, et ce n'est pas une situation qui va créer du calme et de la sérénité à son niveau. Donc, les trois choses là, les trois éléments là sont vraiment des problèmes qui peuvent dégénérer ou bien favoriser d'autres. Voilà, professeur, je vais revenir sur un cas typique, un exemple possible avec cette histoire de coronavirus où on parle de confinement ailleurs. C'est vrai qu'au Togo, il n'y a pas de confinement, mais certains parents ont décidé de confiner leur famille, leurs enfants, même les empêchant de sortir, de prendre de l'air, de se distraire. Quel impact psychologique cela peut-il avoir sur les enfants de cette famille et même sur cette famille en général? Non, mais vous voyez, l'impact est le même, en fait. Les maîtres mots sont le stress, l'anxiété, la dépression, un certain nombre de choses. Alors, les enfants, vous voyez un peu, ont cette tendance à pouvoir bouger, à pouvoir se recréer, et ils ont envie de vivre. Voilà, c'est juste le dire. Voilà. Maintenant, quand on les empêche de faire un certain nombre de choses, non seulement ça peut les révolter, mais ça peut les mettre dans une situation de lassitude. La vie devient morose. Ils peuvent être ennuyés et étant donné qu'ils sont coupés de leur contact ou bien des relations avec leurs amis et des personnes qui leur sont importantes, cela peut créer chez ces enfants des sentiments d'anxiété, de dépression et la situation va les stresser parce que ils peuvent ne pas comprendre le bien fondé d'un certain nombre de choses parce que généralement pour ces parents, ce n'est pas très celui qui prennent le temps d'expliquer à ces enfants pourquoi de telles mesures sont prises. Et surtout que dans ce cas, cela paraît un peu exagéré, comme vous l'avez dit, parce que le Togo n'a pas opté pour un confinement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que les parents sensibilisent davantage les enfants
et les amène à être responsables en adoptant les mesures qui sont prescrites. Mais là encore, nous devons être très prudents, parce que, alors, si le parent se rend compte que l'enfant n'est pas suffisamment responsable, et connaissant bien son enfant par rapport à un certain nombre de choses, vous voyez, il peut être amené à le maintenir à la maison parce que il a le souci de le protéger. Donc, vraiment, la réponse doit être très nuancée, parce que ça dépend du type d'enfant que vous avez. Si l'enfant n'est pas responsable, et surtout s'il est petit, là on n'a rien à faire. Là, c'est clair qu'il ne peut pas sortir seul. Mais s'il a atteint l'âge qu'il faut pour sortir, il faut voir si l'enfant là est suffisamment responsable pour pratiquer ou bien observer les mesures qui sont prescrites. Mais dans tous les cas, le respect ou bien l'adoption de ces mesures ne doit pas laisser aller à de l'exagération ou bien à des dérives. Donc, que les parents apprennent à connaître bien leur enfant et leur expliquent le bien fondé dans cet nombre de choses, tout en sachant que même en temps de pandémie de Covid, la vie doit poursuivre son cours normal. Voilà, donc on doit faire tout pour rendre les choses normales malgré la situation qui est difficile. Voilà pourquoi on ne peut pas confiner les enfants pour le plaisir de le faire, mais on peut le faire au cas par cas, mais trouver l'occasion de sortir avec ses enfants et leur montrer que ce n'est pas une punition. Alors parce que si je dois je vais vous dire quelque chose. Oui, professeur. Alors il y a des jeunes dans une structure de protection sociale qui sont confinés là pour de bonnes raisons parce que ils sont nombreux. Voilà, donc comme c'est une structure comme ça, les responsables ont décidé de les confiner. Et là, après un mois, bientôt un mois et demi, mais ils se plaignent suffisamment parce qu'ils disent que si on ne prend pas des mesures pour les déconfiner, si je dois reprendre leur expression, ils risquent d'exploser. Vous voyez, c'est comme s'ils étaient dans une prison. Voilà, donc, et pourtant, ils comprennent le bien fondé de ces mesures. Parce qu'ils savent très bien que là où il y a 10, 20, 30 personnes qui vivent ensemble, il suffit qu'une seule personne soit en contact avec cette infection pour que toute la structure s'embrase. Voilà, donc pour ces raisons, les responsables ont pris la décision de les confiner. Mais quand bien même ils comprennent le bien fondé, il y a aussi leur vie, les jeunes qui doivent vivre. Voilà, qui fait que souvent, ce n'est pas facile. Donc, tout simplement pour dire que ce sont des mesures qui sont difficiles. Mais chacun doit faire l'effort pour les mettre en pratique, parce que il y a d'un côté notre survie, et puis de l'autre côté, les dégâts que cette infection peut causer. Voilà. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les personnes, y a-t-il des personnes plus susceptibles de présenter des troubles psychologiques que d'autres? Alors, à cette question, je ne vais pas donner une réponse très tranchée et affirmative, parce que c'est un terrain un peu complexe. Voilà. L'être humain est complexe dans sa façon d'être et de réagir. Donc, on ne peut pas dire que quand on est telle personne, automatiquement, on est plus exposé que d'autres aux troubles. Mais, il est clair que par rapport à un certain nombre d'éléments, certaines personnes sont susceptibles de souffrir plus que d'autres. Quand lorsqu'on est dans une situation stressante ou anxiogène ou bien déprimante. Et dans ce cas, imaginez-vous un peu des gens qui sont hyper anxieux. Hyper anxieux. Donc, ces personnes sont telles que moindre chose, c'est l'affolement total. C'est l'affolement total. Dans ce contexte-là, mais le coronavirus va être une situation insupportable pour ces personnes parce que déjà prédisposées à manifester de l'anxiété à la moindre chose. Alors, il y a un cas où, imaginez-vous une personne qui a vécu une situation difficile. Et en termes techniques, on dit la personne a vécu une situation traumatisante. Que ce soit en rapport avec une pandémie passée, ou bien avec une maladie grave, ou bien que ce soit en rapport avec ce que la personne a entendu par rapport à une situation similaire qui a causé des ravages. Donc, cela peut être un facteur qui peut favoriser. Parce que
Mais la personne, tout de suite, se dit, mais attention, est-ce que ce que j'ai vécu ne va pas ressurgir? Donc, cette pandémie de Covid-19 va faire ressurgir chez ces personnes des souvenirs très douloureux d'un événement difficile qu'elles ont vécu par le passé. Donc, par rapport, tout ce que je veux dire, c'est que cela dépend de la solidité de notre personnalité et d'un certain nombre de choses. Maintenant, si, au-delà de la solidité de notre personnalité, si quelqu'un souffre d'une pathologie quelconque, surtout chronique, une pathologie chronique, alors que les médias véhiculent que ceux qui ont des problèmes de diabète, de tension, là, sont plus à risque. Mais quand quelqu'un souffre d'une pathologie, se rapportant à ce qu'il a dit, à ce qui est dit sur les médias autres, cela va créer un problème. Oh là là, ça dit que moi, mais cette infection-là, si vraiment... Si je la chope, c'est fini. Ça veut dire que je suis foutu, et ainsi de suite. Et là, et même, pas seulement cette dimension, il y a une autre dimension. Mais la personne peut se dire, mais avec Covid-19, mais les soignants ne seront plus disponibles pour m'administrer les soins habituels. Parce que maintenant, l'attention des gens semble être focalisée sur la gestion de Covid-19. Donc, tous ces sentiments-là vont faire que la personne, déjà, peut être plus à risque sur le plan psychologique de présenter un certain nombre de problèmes. Voilà, donc, c'est vrai que le tableau est compliqué. Et comme je le dis, ça dépend de nous, mais l'individu intrinsèquement, sans oublier une autre chose encore. Alors, si c'est une personne qui est isolée, marginalisée, cela peut être un risque. Voilà pourquoi, dans certains pays, selon ce que la littérature nous apprend, il y a eu beaucoup de cas de suicide. Parce que les gens vivent la solitude. Et cela est difficilement gérable. Vous voyez, donc, vous voyez que le réseau social, c'est-à-dire les contacts sociaux, je voulais dire, les relations sociales, sont quelque chose de très important pour le bien-être de l'individu. Parce que une chose est simple. Si j'ai un problème, si j'ai quelqu'un qui peut m'écouter, qui peut m'apporter du réconfort, ça peut me soulager. Mais si je suis seul, isolé quelque part, vous voyez que ce n'est pas évident. Donc, il y a ces éléments qui font que ça peut poser problème. Et le dernier, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à anticiper négativement les choses. C'est comme les pessimistes. Voilà. Ils sont pessimistes. Eh bien, ils anticipent négativement les choses. Pour ces personnes, c'est que Covid, là, ça va balayer tout le monde. Et que c'est pas sûr que les gens soient à l'abri, et ainsi de suite. Et ces personnes-là si vous voulez, qui s'inquiètent pour rien du tout, ou bien pour moins de choses, peuvent être plus susceptibles de présenter de l'anxiété, du stress, un certain nombre de choses. Voilà un peu la réponse nuancée que je voudrais apporter, parce que il est difficile de dresser une typologie, si vous voulez, absolue. Mais il y a des éléments qui militent en faveur de la majoration des risques de troubles psychologiques, ou bien de perturbations sur le plan psychologique. Alors, professeur, vous avez abordé tout de suite le cas des médias et nous sommes sur le www.radio.jena.info dans l'émission Initiative Stop Covid et aujourd'hui, nous parlons de l'impact psychologique que peut avoir le coronavirus sur les populations en ces moments de confinement ou encore de couvre-feu. Est-ce que les médias aujourd'hui ne sont pas quelque part responsables de ces troubles-là chez certains? Parce qu'à chaque fois, attention, il y a peut-être plus de 1000 morts en une seule journée en Italie, au Togo, le taux est en train de flamber. Est-ce qu'aujourd'hui, les médias ne sont pas responsables de cela? Alors, monsieur Lee, vous êtes journaliste. Oui. Vous parlez des médias, mais il va vous répondre. Oui. Sans langue de bois, en fonction de ce que je sais et de ce que les gens vivent. Alors donc, il est clair que la nature de l'information qui est véhiculée peut être source de stress, d'anxiété, de dépression ou d'apaisement et de réconfort. Alors donc, si l'information est donnée en maximisant les aspects positifs d'un certain nombre de choses, par exemple, montrer que le Covid n'entraîne pas que de morts,
il y a des gens qui guérissent, et même arriver à montrer que le taux de mortalité, quoi qu'on en dise, n'est pas aussi élevé comme dans d'autres cas. Comme celui du paludisme, par exemple. Voilà. Alors, lorsque on fait l'effort de dire aux gens qu'au-delà du fait que le Covid est une pathologie, est une infection dangereuse et dont il faut se prémunir, il faut aussi faire tout pour vivre. Parce que, malgré tout, la vie continue. Si ces informations sont véhiculées, cela contribue à apaiser les gens. Mais si au contraire, ce qu'on nous envoie, ce sont les images des gens qui sont décédés de cette infection, c'est le décompte macabre journalier. Il y a eu tel nombre de morts, 2000, 3000, 4000 dans le monde. Il y a eu telle chose. Là, je vous le dis, même la personne la plus robuste, psychologiquement parlant, peut à un moment donné se dire, mais c'est pas possible. Cette infection là risque de nous terminer tous. Donc, l'information véhiculée a son importance. La manière dont elle est véhiculée et le contenu de cette information peuvent créer des problèmes, peuvent exagérer les problèmes chez les gens, ou bien peuvent au contraire les réconforter. Voilà pourquoi, bon, pour les mass médias, pour les médias d'un certain niveau, peut-être le problème n'est pas aussi alarmant, mais pour les réseaux sociaux, je vous dis que c'est de la débandade. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Parce que non seulement il y a un flot d'informations auquel on est soumis, mais généralement ce sont des informations contradictoires et puis des informations... De fausses informations qu'on appelle communément fake news. Oui, de fausses informations, des informations contradictoires, mais des informations qui contiennent une bonne dose d'anxiété et de stress. Parce que tout de suite on se dit, mais finalement si on doit faire une chose sans contraire, mais qu'est-ce qu'on devient? Ouais, donc, c'est vrai, les médias jouent beaucoup, parce que je sais qu'à travers vous, le message est véhiculé et atteint beaucoup de personnes, parce que vous apportez la bonne information qui permet aux gens de bien se préparer, qui permet aux gens d'adopter toutes ces mesures préventives, qui permet aux gens de se réconforter, de se sentir écoutés, soulagés. Mais, à un certain niveau, si l'information n'est pas suffisamment maîtrisée, elle peut créer le stress, l'anxiété et d'autres perturbations psychologiques. Voilà. Le professeur Kalina Kaka, professeur de psychologie à l'université de Lomé, est notre invité dans l'émission Stop Initiative Covid. C'est sur le www.radio.jena.info. Professeur, une dernière ou avant-dernière question, ça dépendra peut-être de votre réponse. D'accord. Alors, quel suivi psychologique pour ceux-là qui sont atteints du coronavirus? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cas du Togo, il y a un suivi psychologique pour ceux-là ainsi que pour les familles? Alors, c'est vrai que quand nous parlons d'effets psychologiques, quand nous parlons de répercussions psychologiques, cela sous-entend en même temps qu'il y a un volet psychologique dans la prise en charge. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, alors vous me demandez si le volet psychologique, s'il y a un suivi psychologique. Voilà, je vous répondrai oui. Je vous répondrai oui, parce que ceux qui sont en charge de la gestion de cette pandémie sont suffisamment informés. Ils connaissent très bien les perturbations psychologiques de cette infection, comme de bien d'autres. Voilà pourquoi le suivi, il y a un effort pour suivre ces personnes-là qui sont malades. Surtout, parce que vous voyez un peu le problème qui se pose aussi, c'est le risque d'être infecté qui fait que le contact n'est pas facile. Mais l'effort est fait pour que, sur le plan psychologique, les patients, ou bien ceux qui ont cette infection, puissent être réconfortés de diverses manières. De diverses manières. Et là, l'accompagnement psychologique peut être assuré autant par le psychologue que par des médecins ou bien des infirmiers qui sont suffisamment outillés en la matière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, la manière d'être à l'écoute du patient
pour l'amener à dissiper ses craintes, ses doutes, pour l'amener à comprendre que il peut sortir vainqueur de cette infection, c'est déjà quelque chose. Et à ce niveau, les soignants, le personnel soignant est suffisamment outillé pour faire cet accompagnement de premier niveau. Mais c'est lorsque, effectivement, le patient est très stressé, très anxieux, et on observe des cas de dépression, qu'on appelle effet au psychologue, bien psychiatre, pour un suivi beaucoup plus spécialisé, parce que là, ça demande des apports d'un certain niveau technique. Voilà, donc, je vais vous répondre par l'affirmative que cela se fait. Mais est-ce que il y a des choses à améliorer? Oui, parce que toujours, on doit améliorer les choses. Mais ce qui pose problème, c'est la nature de l'infection. Vous voyez, si les gens sont confinés, vous voyez qu'il faut prendre beaucoup de précautions avant de les approcher, parce que il ne faut pas qu'en voulant intervenir, on contribue à répandre. Le psychologue lui-même, il a peur d'être infecté. Oui, est-ce que le psychologue a peur d'être infecté? Oui, parce que avant tout, le psychologue, c'est un humain. Donc, alors je voudrais préciser une chose. Oui. Voilà. Le stress, l'anxiété et ce qu'on a dit, et la déprime, autres là, sont en réalité des réactions normales. Sont des réactions normales qui permettent à l'individu de prendre un certain nombre de précautions. Vous voyez, quand on est stressé par une situation, cela nous alerte sur son caractère dangereux ou bien pénible, et ça peut nous amener à prendre un certain nombre de précautions. Alors, lorsque on est anxieux, ça veut dire que ça nous alerte sur une situation. Lorsqu'on a peur, ça nous alerte sur une situation. Donc, à un certain niveau, ces manifestations sont normales chez un individu qui est confronté à une situation difficile. Mais le problème survient lorsque ces manifestations persistent. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, malgré les efforts de l'individu à les gérer, il n'y arrive pas, et cela se complique avec d'autres choses. Parce que la personne n'arrive plus du tout à contrôler. Là, dans ce cas, ça devient vraiment trouble. Voilà. Donc, le psychologue, oui, fait attention. Pas seulement pour lui-même, mais pour les autres. Parce que si il est infecté, il risque d'aller infecter autour de lui d'autres personnes. Et là, vous voyez, l'infection prend de l'ampleur. Voilà pourquoi tout le monde prend les précautions. Pas seulement parce qu'on a peur, mais aussi pour contribuer à lutter et à contenir cette infection. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, merci professeur Kalina Keka, professeur de psychologie à l'Université de Lomé, d'avoir accepté notre invitation. Quel sera peut-être votre conseil à l'endroit de tous ceux-là qui vous écoutent sur le globe terrestre? Alors, merci bien. Alors, c'est vrai que nous tous sans exception, en tant qu'humains, qu'on soit journaliste, même, je me demande si les journalistes ne sont pas stressés. Ah, si? Là, on en parlera, si les journalistes ne sont pas stressés. On reviendra sur ça. Parce que vous aussi, vous êtes exposés de façon indirecte à l'épidémie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vous qui véhiculez les informations sur le coronavirus. Vous êtes en train de me suivre. Je suis en train de dire un certain nombre de choses. Heureusement que je ne dis pas des choses qui vont vous stresser. Mais dans certains cas, lorsque un médecin, si vous recevez un médecin qui va venir commencer par décrire les manifestations, les signes, les symptômes de Covid-19, il va arriver un moment où vous allez vous demander, mais ce que j'ai ressenti là, bien moi aussi j'ai dit. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous aussi vous êtes exposé de par votre profession à cette pathologie. Sans oublier le fait que vous êtes des humains, que vous êtes au sein de la population. Voilà. Maintenant, pour revenir au conseil, ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faudrait que chacun d'entre nous arrive à intégrer les mesures préventives dans son mode de fonctionnement. Et pourquoi je le dis ainsi? Ce n'est pas pour faire la promotion de telle ou telle autre chose.
Parce que c'est la voie obligée pour nous pour, entre guillemets, survivre. Pour survivre à cette infection. Deuxième chose, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes anxieux, ou bien lorsque nous sommes déprimés, la première des choses, c'est de pouvoir analyser, pouvoir concrètement, ce qui crée cette situation chez nous. Est-ce que c'est l'information? Est-ce que c'est l'observance, ou bien l'observation, plutôt l'adoption, pour que les gens comprennent bien, ou bien c'est l'adoption de ces mesures préventives qui posent problème, ou bien qu'est-ce qui est la source de mon stress, de mon anxiété, ou bien de ma dépression? Alors, lorsque j'arrive à faire ce travail, et j'arrive à essayer de comprendre ce qui se passe, alors, habituellement, quand je suis stressé, comment je fais pour gérer la situation? Donc, je peux recourir à certaines stratégies que j'ai l'habitude d'utiliser et qui marchent. Vous voyez? Je peux aussi recourir à un collègue, à un ami, à un parent avec qui il va échanger et à qui je vais exprimer mes craintes, mes doutes, mes émotions, tout ce qui me crée problème. Ma douleur, si vous voulez, toutes mes incertitudes, tout ce qui se passe. Alors, maintenant, je peux aussi faire appel à l'aide d'un professionnel. Et dans ce cas, c'est que peut-être que j'ai épuisé toutes mes ressources personnelles, toutes mes ressources sociales, et malgré tout, ça ne va pas. Ça veut dire que le problème est encore plus profond. Parce que soi-même, on ne peut pas gérer un problème qui est plus profond. Quand on parle de trouble, si c'est profond, ça devient difficile à gérer soi-même. Donc, on fait appel à l'aide d'un professionnel pour un suivi spécialisé. Maintenant, l'autre chose, comme nous avons parlé des médias, alors, si nous sommes rendus compte que l'exposition continue aux informations nous crée des problèmes, ça veut dire que le conseil que l'on va donner, c'est qu'il faudrait réduire. On va suivre les informations utiles, mais on ne va pas passer tout le temps à suivre les infos parce que cela nous crée des problèmes. L'autre chose également, c'est que il faut pratiquer des exercices de relaxation. Des exercices de relaxation. Et là, les gens vont me demander comment. Oui. Bon, il y a plusieurs types d'exercices. Un exemple? Un exemple, il y a ce qu'on appelle la respiration profonde. Il y a une façon de respirer et qui apporte de soulagement chez les individus. Et il y a même des exercices. Vous pouvez essayer, ou bien vous l'avez déjà essayé. Quand vous êtes un web média, vous allez voir au niveau de Play Store, ou bien YouTube, vous cherchez exercices de relaxation, vous aurez plein d'exercices. Et fort heureusement, certains de ces exercices sont d'accès libre et gratuit. Mais d'autres aussi demandent à être payants. Donc, les gens peuvent se référer à leur outil de communication, à leur téléphone, Android, tout ça, au lieu d'envoyer les WhatsApp seulement, les messages qui alarment, et ainsi de suite. Les gens peuvent utiliser ça pour apprendre des exercices de relaxation en allant dans Play Store, choisir un certain nombre d'exercices, et au niveau de YouTube, ça, on télécharge, et puis, donc c'est pratique, c'est-à-dire, vous suivez la personne faire, et vous le faites. Donc c'est pratique. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, et surtout, dans ces conditions, quand on est stressé, on peut être amené à boire trop d'alcool, ou bien à prendre des substances psychoactives comme la drogue. Et cela va créer d'autres problèmes. Il faut les éviter. Voilà pourquoi il faut faire attention à tout ça, parce que cela, en voulant résoudre un problème, on va créer d'autres beaucoup plus importants et difficiles à gérer. Voilà, c'était le professeur Kalina Keka, professeur de psychologie à l'Université de Lomé sur le www.radio.jena.info. Nous sommes conscients qu'il reste plusieurs pans de l'impact psychologique du coronavirus ou bien la psychologie humaine à aborder, et nous vous promettons sur notre web radio de revenir sur ces points avec le professeur Kalina, et nous allons vous expliquer encore plus ce que ça voudra dire, comment prendre soin, comment faire de la psychologie. Et alors, si vous voulez peut-être avoir des contacts
contact et des conseils du professeur Kalina, c'est très simple. Allez sur notre page Facebook radio.jena et écrivez-nous. Nous allons vous mettre en contact avec le professeur. Ou alors, si vous avez suivi notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne de télévision sur tv.jena.info ou alors allez sur YouTube, tapez Jena TV et vous suivez cette vidéo, vous nous contactez, on vous mettra en contact avec le professeur pour pouvoir mieux vous aider sur un plan psychologique. C'était l'émission Initiative Stop Covid mise en ligne par Rémi Ompati. La présentation est l'œuvre de Eli Eric Atipo. Restez des notes sur le www.radio.jena.info.